suis né en 1984 dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Mes parents ont quitté le Cambodge tout de suite après le régime des Khmers rouges. Ça a été un choc jusqu'à temps que, justement, au secondaire, je me pose des questions à savoir c'est quoi être québécois, c'est quoi être cambodgien, pourquoi je suis le seul, ou j'avais l'impression d'être le seul qui vivait ce questionnement-là, ce déchirement identitaire. Tu sais, à l'époque, il y a 20 ans, qui, qui va s'intéresser à des histoires d'immigrants? Et pourtant. Et pourtant, Et pourtant, ce qui est arrivé, c'est que les gens sont venus me voir en me disant, on n'a pas besoin d'être immigrant pour comprendre ce que tu as vécu. Tout le monde sait c'est quoi se sentir seul. Je m'appelle Paul Tom. Je porte plusieurs chapeaux. Des fois, je suis réalisateur, des fois, je suis médiateur culturel, des fois, je suis auteur maintenant. Des fois, j'hésite à dire que je suis cinéaste. Donc, je porte tous ces chapeaux-là. Je suis monteur aussi vidéo. Et depuis plusieurs années, j'utilise le cinéma, la vidéo pour raconter des histoires. Ça a commencé d'abord par raconter ma propre histoire, mon histoire familiale, avec mes enjeux, mes questionnements identitaires. Qu'est-ce qu'un Québécois? Qu'est-ce qu'un Cambodgien? Qu'est-ce que être enfant d'immigrants, enfant de réfugiés, de parents qui ont vécu la guerre, qui ont vécu un génocide. Donc, c'est par le cinéma que j'ai commencé à raconter ces histoires-là, les miennes. Et depuis, ben, j'ai tourné la caméra vers d'autres histoires d'immigration, de migration, d'exil. euh, et j'utilise aussi la vidéo pour permettre à des jeunes de se raconter. Donc, je donne beaucoup d'ateliers dans les écoles, des ateliers de vidéo et d'écriture qui permettent aux jeunes d'avoir le droit de dire que leur histoire en vaut la peine d'être racontée. et pour les personnes qui, euh, qui ne te connaissent pas ou qui sont en train qui vont apprendre qui tu es, est-ce que tu es pas né ici et est-ce que ça l'a influencé ton questionnement sur l'identité québécoise ou de tes origines? Souvent, quand on me demande de me présenter, je passe sur un bouton, puis je dis mon nom est Paul, je suis né dans un camp de réfugiés en Thaïlande, de parents cambodgiens. Donc, on peut disséquer ça. Donc, oui, je suis né en 1984 dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Mes parents ont quitté le Cambodge tout de suite après le régime des Khmers rouges, en 79-80. Puis, comme des milliers, des millions de Cambodgiens, ils se sont réfugiés en Thaïlande dans le désir de quitter le Québec, pas le- dans le désir de quitter le Cambodge pour aspirer à une vie meilleure, que ce soit en Australie, en France, aux États-Unis. Et ce qui s'est passé, c'est que mes parents, au camp de réfugiés, mon père travaillait à l'École du Québec. Donc, il y avait des travailleurs du Québec qui venaient ben, préparer les futurs citoyens québécois à la vie au Québec. Donc, mon père, qui parlait très bien français, a agi comme traducteur. Et il s'est lié d'amitié avec une certaine Micheline Lévesque, une Québécoise qui travaillait là-bas. Et Micheline a convaincu mes parents que c'est pas en France qu'on devrait aller, mais plutôt au Québec. Parce qu'au Québec, on a ce pouvoir-là de rêver et de transformer ces rêves-là en réalité. Et mes parents ont écouté Micheline, ont refusé, ont décliné l'invitation d'aller en France. Il y avait des choses déjà de préparer pour qu'on aille en France. Il y avait les cousines de ma mère qui habitaient déjà en France, mais mon père a comme écouté Micheline, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés au Québec. Et est-ce que tu avais de la famille au Québec? J'avais pas de famille du tout au Québec. J'avais de la famille aux États-Unis, mais pas au Québec. Donc, ça a vraiment été... des fois, ma mère, en guillemets, en veut un peu à Micheline. Mais c'est des très bonnes amies maintenant, mais c'est sûr qu'il y a une partie d'elle qui dit Ah, j'aurais pu avoir une vie avec une famille proche en France, avec des cousins, cousines. Mais elle s'est retrouvée seule, avec mon père aussi.
ici à Montréal en 85. Ma mère alors était enceinte de ma sœur qui est née Donc, ici. tu es arrivé à, comme très, très Oui, jeune. c'est ça. Moi, je suis arrivé proche de 1 an et demi, 1 an, 3 quarts. Là. Donc, il y a une partie de moi qui est vraiment ancrée ici. C'est juste que le fait de vivre des vies parallèles, une vie à la maison qui est complètement cambodgienne, puis une vie à l'extérieur à partir de l'école primaire où j'ai découvert des gens francophones qui sont devenus mes amis, mais qui m'ont exposé aussi à une autre réalité. Ça a été un choc jusqu'à temps que, justement, au secondaire, je me pose des questions à savoir c'est quoi être québécois, c'est quoi être cambodgien, pourquoi je suis le seul, ou j'avais l'impression d'être le seul qui vivait ce questionnement-là, ce déchirement identitaire. C'est vraiment plus tard, rendu au, à l'université, que j'ai pu utiliser le cinéma pour raconter ces questionnements-là. J'ai l'impression aussi que c'est une réalité vécue par les enfants issus de l'immigration. Comme tu le mentionnais, une réalité dans la maison, donc une langue différente ou une culture différente et en dehors de la maison, où tu es socialisé, dans notre cas au Québec, en français. Et comment ça a évolué, tous ces questionnements sur l'identité? Ben, il faut se ramener il y a 30 ans, dans le sens que là, j'ai 41 ans, donc on parle quand même d'un Québec différent d'aujourd'hui, où aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils ou de représentation de comment vivre ces identités multiples, alors quand j'avais 7-8 ans, j'avais l'impression que pour être québécois, il fallait que je pile, je piétine sur mon identité cambodgienne. C'est comme si c'était impensable pour moi d'être québécois. Euh, C'est comme si tu devais choisir un ou l'autre. c'est ça. J'étais vraiment déchiré. Puis, comme je voyais mes amis québécois qui avaient une espèce de souplesse, de liberté, de parole, d'être, de conversation avec leurs parents aussi, c'était facile. Euh, J'avais envie de ça, d'être québécois. Puis c'est comme si je mettais en opposition toute la culture cambodgienne qui est plus traditionnelle, conservatrice. Il y avait aussi le fait que je parle toujours pas très bien cambodgien. J'ai arrêté de bien parler le cambodgien une fois que je suis allé à l'école en français. C'est comme si ça devenait un handicap pour moi d'être cambodgien. Et vu que je n'étais pas exposé à d'autres personnes issues de l'immigration, à part ma classe d'accueil en maternelle où j'étais entouré, mais je ne le savais pas. Pour moi, c'était une normalité d'être avec des enfants. C'était des enfants pour moi. C'est quand j'étais allé à l'école primaire que j'ai vu que j'étais le seul asiatique, qu'il y avait juste d'autres Québécois blancs. Et c'est à ce moment-là où tu as constaté comment je pourrais dire, une différence ou, Ben oui, dans ta perception. dans ma perception, mais on me le faisait sans ressentir aussi. Autant, je pense que j'avais un tempérament qui faisait en sorte que je pouvais m'adapter très bien euh, aux autres. Je pense le fait que très vite, j'ai saisi les codes. t'sais. Déjà de jouer au hockey, de parler. Ben déjà, je pense le hockey. Quand t'es un jeune garçon, ça te fait automatiquement. C'est comme une porte d'entrée qui fait en sorte que tu fais partie de la gang. Fait que le hockey a été très important et ça a été. Puis de réussir dans les sports ou de se faire discret aussi. Euh, donc c'est ça qui. Comment dire? Euh, Cette enfance-là a été modelée dans l'opposition. Euh, et c'est vraiment plus tard que j'ai appris à embrasser ces identités-là. Et c'est surtout en faisant un projet comme Bagage, un film que j'ai fait avec Mélissa Lefebvre, qui permet à des jeunes nouveaux arrivants de parler de leur parcours. Ça, c'était en 2017. Donc,
presque 20 ans plus tard, où ces jeunes-là sont un peu plus décomplexés. Ils sont fiers de revendiquer plusieurs identités, ils sont fiers de leur passé. Et eux m'ont appris à apprécier ces multicouches. Le fait qu'on n'a pas à choisir entre un ou l'autre. On peut faire le choix d'embrasser toutes les identités qu'on a, toutes les cultures, qu'on peut en avoir 3, 4, 5, 6. Et qui forment une richesse quand même. Exact. Je pense que j'étais démuni quand j'étais petit. J'avais pas de modèle qui permettait d'avoir ce porte-voix-là qui dit oui, je peux être fier d'être cambodgien. C'est comme si c'était trop associé à mes parents, trop associé à quelque chose de très hermétique. Alors que peut-être avec d'autres parents qui auraient été plus permissifs, plus ouverts, peut-être que j'aurais pas eu tous ces questionnements-là, mais c'est sûr que on a les parents qu'on a, puis mes parents aussi étaient démunis, ils savaient pas comment être non plus dans cette nouvelle société d'accueil, donc c'est plein de paradoxes. C'est ça. Et je sais pas si c'est le cas de ta famille, mais pour beaucoup de parents immigrants, quand ils arrivent ici au Québec ou dans un autre endroit, c'est de nourrir sa famille, c'est plus l'aspect économique qui règne. Ben, je pense que c'est sûr, il y a tout ça, puis il y a toutes les couches subtiles qu'un enfant comprend pas non plus. Puis quand on développe pas non plus les outils de communication dans la famille même, mais ça crée des fossés, ça crée de l'isolement chacun. On n'est pas au courant des défis et des enjeux de chacun et chacune. Ça fait en sorte que, tu sais, mes parents aussi, ils ont souffert. Puis c'est juste que vu qu'on se parlait pas, qu'on n'avait pas d'accompagnateur pour faciliter tout ça, ça fait en sorte que les silences, des fois, nous isolent. C'est très intéressant ce que tu mentionnes et je me demande, pour les parents immigrants qui nous écoutent, est-ce que tu aurais peut-être un conseil ou un message à leur dire? Ouais. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, d'ouvrir le dialogue avec ses enfants. Mais il faut trouver ces moyens-là, ces espaces-là. Puis peut-être ça commence par se dévoiler soi-même, dévoiler ses propres tristesses, ses propres peines, ses propres deuils, le verbaliser aux enfants. Des fois, on pense qu'être parent, c'est qu'il faut toujours être fort. Mais je pense qu'en général, le discours, qu'on soit parent ou qu'on soit peu importe, on vit dans une société qui demande à être toujours, de réussir, d'être fort, alors que quand on ouvre nos failles, qu'on expose nos failles, ben on se rend compte qu'on est tous des êtres humains. Puis je pense qu'après, il faut doser, faut faire attention parce qu'on parle aussi à des enfants, pas décharger tout. Non, il y a une façon de le faire. Hein. Mais d'exposer cette espèce de vulnérabilité, ben, ça crée un terrain où on peut parler d'émotions, on peut parler de ben, qu'est-ce qui nous rassemble dans nos blessures. Puis déjà, ben, ça expose, ben, ça ouvre une conversation, c'est sûr. Je pense que j'aurais aimé ça aussi que mes parents me le disent autrement que de façon pas colérique, là, mais Sévère. sévère ou dans comment on pourrait dire ça? De façon aigrie, de façon à dire de toujours ramener au passé, dans le sens on a fait ce sacrifice-là pour toi, tu devrais être reconnaissant. C'est pas dans ces discours-là qu'on va créer une écoute. Puis, Et ça crée un poids aussi pour les enfants. Ça aussi, je l'entends de plusieurs enfants issus de l'immigration qui ont un poids en disant il faut absolument que je réussisse parce que mes parents ont fait tout un parcours migratoire pour nous donner une meilleure qualité de vie.
Euh, mais sinon, je serais intéressé. Tu sais, tu disais que quand tu es arrivé à l'université, c'est là où tu t'es dit, ah, ben, je veux utiliser le cinéma ou l'art pour véhiculer un message. Mais comment c'est arrivé cette idée? Mais je pense que j'ai toujours eu un penchant créatif, que ce soit tout jeune avec le piano, la musique. Puis je pense que j'avais déjà développé un monde intérieur qui était beaucoup dans la création. Je pense que c'était ma façon de me protéger aussi de la réalité, de faire face à la réalité, c'est d'avoir ce monde-là où je pouvais rêver la vie que je voulais. Donc j'ai beaucoup créé dans ma tête. Et le cinéma, pendant toute ma jeunesse, a été une fenêtre vers la création, pour rêver, pour me poser des questions. Et j'ai toujours voulu, une partie de moi qui a toujours voulu créer. Euh, Jeune, je pense que je voulais être artiste. Je pense que je me le disais pas comme ça, mais je voulais être artiste. Et évidemment, j'avais des parents formatés comme un peu stéréotypés dans le sens qui est très, très insécure face à mon avenir. Donc, c'est sûr que pour eux, la voie tracée, c'était d'avoir des études sérieuses, euh, que ce soit, peu importe, ingénieur, médecin, mais pas en art. Donc, au cégep, quand j'ai voulu m'inscrire en musique, mes parents m'ont fait comprendre que c'était impossible. Donc, j'ai fait un deck intégré, donc sciences, lettres et arts, qui permettait d'avoir toutes les formations, ne pas me fermer des portes, dans le sens que c'était ça qu'ils voulaient. Faut pas Ah, que je donc me... c'était une façon de comme merger les deux, en fait, Ben oui, de pas te fermer les c'est portes. ça, exact. Puis au cégep, j'ai eu un cours de montage vidéo et c'est là que j'ai ça confirmé mon envie de raconter des histoires, mais pas raconter des histoires avec ma propre voix. Dans le sens que moi, je me rappelle quand j'étais enfant, ça me terrorisait parler devant le public. Donc il n'était même pas question de parler de moi-même. Mais avec le cinéma, là, j'ai compris, ou la vidéo, j'ai compris que je pouvais raconter des choses euh, avec des images, du son, sans moi devoir parler. Et ensuite, euh, après cette étincelle-là, j'aurais voulu tout de suite la pousser pour être étudiant en cinéma, mais c'était pas possible pour mes parents. Donc j'ai commencé un bac en architecture, qui pour moi était une façon d'allier les sciences et la création. Mais après même pas une session, je me suis ennuyé. J'étais pas heureux. Donc j'ai lâché l'architecture et j'ai commencé à faire des petits films d'animation avec des œufs qui bougent et je me suis rendu compte que même avec des objets inanimés, j'étais capable de faire rire, d'émouvoir, de raconter quelque chose. Et c'est là que j'ai fait, OK, je pense que ça y est, je veux vraiment essayer de raconter des choses. Et c'est avec un film d'animation avec des œufs que j'ai été accepté à l'UQAM en cinéma. Et vient le temps, après les 3 ans en télévision-cinéma, à l'UQAM, vient le temps de faire un projet de fin d'année, de fin d'études. Et moi, une comédie romantique. J'ai envie, euh, j'ai envie de cinéma grandiose avec la pluie puis des acteurs qui s'embrassent. Et c'est les profs qui viennent me voir et qui me disent que c'est une très bonne idée, sauf qu'ils sentent que j'ai quelque chose de plus profond à raconter, quelque chose que je porte et que moi seul est capable de raconter. C'est là qu'ils m'ont dit, raconte-toi, toi-même. Et, faire une histoire courte dans le sens que j'ai 21 ans, on me demande de raconter une histoire basée sur mon propre vécu.
sur ma relation avec mes parents, ma relation avec le Cambodge. Et je me dis, qui va s'intéresser à ça? Et les profs ont dit, juste fais-toi confiance, tu vas voir. Et j'ai fait un premier film, une fiction, qui met en scène la mort de mon père, puis d'essayer d'explorer comment un jeune vit cette mort-là, qui est symbolique de la mort d'une culture, la mort, là, c'est ça, d'une culture cambodgienne, de tout ce qui vient avec. Et il est arrivé quelque chose de magique, c'est je me suis fait applaudir quand j'ai présenté le film. Et c'est là que mes profs avaient raison. Ils m'ont dit, si tu es capable de raconter ce qu'il y a de plus intime, tu vas réussir à toucher à l'universel. Moi qui me demandais qui va s'intéresser à une histoire de jeunes qui se posent des questions sur ses identités culturelles, à l'époque, il y a 20 ans, qui, qui va s'intéresser à des histoires d'immigrants? Et pourtant. Et pourtant. Et pourtant, ce qui est arrivé, c'est que les gens sont venus me voir en me disant, on n'a pas besoin d'être immigrant pour comprendre ce que tu as vécu. Tout le monde sait c'est quoi se sentir seul. Tout le monde sait c'est quoi se poser des questions. Tout le monde sait c'est quoi vivre des deuils, vivre des relations difficiles avec ses parents. Donc, c'est ça. Donc, j'ai touché là à quelque chose. Je me suis dit, OK, si je raconte des choses profondément humaines, je vais arriver à toucher d'autres personnes. Et c'est ça qui est arrivé ensuite. J'ai continué en un autre bac en cinéma d'animation, en me disant que peut-être que le cinéma d'animation pourrait me permettre d'avoir d'autres arcs narratifs visuels pour raconter des histoires. Et encore une fois, moi, je pensais faire des comédies, des bonhommes qui se tapent, la pure comédie. Et encore une prof qui me dit, raconte ce que tu connais le mieux, ta propre histoire. Et est-ce que c'est pour ça que, tu sais, dans Seul, tu parles, ben, c'est trois personnes qui racontent leur parcours migratoire. Donc, est-ce que l'idée, justement, vient de tous ces questionnements que tu as eus et tout ton parcours aussi? C'est sûr que oui. C'est sûr qu'il y a une affinité avec ces histoires-là. Des histoires d'exil, des histoires de vie brisée, ça me touche. Puis avant Seul, il y a eu l'Aventure Bagage, qui est ce film-là magnifique que j'ai fait avec Mélissa Lefebvre, qui a permis à ces jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir raconter la réalité des migrants, mais à hauteur d'enfant. Donc, moi, j'ai été bouleversé par cette rencontre avec ces jeunes-là qui avaient toute cette authenticité-là de se raconter. Et c'est grâce à Bagage que j'ai pu faire Seul. Parce que Seul, c'est pas mon idée du tout. C'est l'histoire, c'est l'idée de Julie Boisvert et Mylène Pétel, qui étaient à l'époque recherchistes à Radio-Canada. Julie Boisvert avait fait une maîtrise, un mémoire de maîtrise sur les mineurs non accompagnés. Et en 2017... Juste pour préciser les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu veux dire par mineurs non accompagnés? Donc, c'est des enfants qui arrivent au Canada, ou qui arrivent peu importe où, mais parlons au Canada, qui arrivent seuls, sans leurs parents. Donc, qui ne sont pas accompagnés d'un adulte. Donc, souvent, c'est qu'ils ont été envoyés par les parents par X, Y façon pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure, mais ils font l'immigration seuls, en solitaire. Et justement, dans le livre et le documentaire Seul, c'est l'histoire de trois jeunes qui voyagent seuls, justement. Ouais, exactement. Donc, c'est l'histoire d'Afshin, Patricia et Alain, qui ont un jour dû quitter leur pays pour plusieurs raisons. Afshin, c'est parce qu'il devait fuir la guerre, l'armée plutôt, parce que son histoire est assez fascinante. Afshin, c'est qu'à l'époque, dans les années 80, il y avait la guerre Iran-Irak. Et lui,
du haut de ses 12, 13, 14 ans, voulait combattre pour son pays. Et à l'époque, le gouvernement avait fait baisser l'âge pour recruter les enfants. Et il y avait une possibilité que Afshin puisse faire partie de l'armée. Et Afshin a une personnalité de poule pas de tête, dans le sens que il se croit plus fort que n'importe qui. À l'époque, quand il était petit, donc lui, il voulait combattre l'ennemi, mais ses parents savaient très bien que s'il rentrait dans l'armée, il se ferait tuer dès le tout début. Oui, parce que 14 ans, tu sais même pas manier une arme ou il y avait peu de Mais formation. Au-delà de ça, c'est ça. Au-delà de ça, c'est parce que Avshin a une personnalité où il se prend pour un super-héros, où il pense être capable de faire des choses. Et finalement, il va arriver à faire plein de choses impensables. Mais à l'époque, c'est ça. Donc, ses parents, pour le protéger, ont décidé de trouver un moyen pour qu'il puisse fuir. Donc, quitter l'Iran. Quitter l'Iran pour arriver ici au Canada. C'est le genre de périple qui avait juste pas de bon sens. 2 mois à vivre l'impensable. Ouais, parce qu'il a dû voyager dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays, dans des conditions qu'on peut pas imaginer. Il a été enfermé dans un camion, caché dans un camion pour faire le trajet de l'Iran jusqu'en Turquie. En Turquie, il est resté 1 mois seul dans un hôtel en attente de faux papiers pour pouvoir quitter. Ensuite, il a été en Grèce. Puis il a pris un avion ensuite, mais c'est parsemé de moments où il aurait pu mourir. Il aurait pu mourir 3-4 fois. Et c'est parce que il y avait ce tempérament-là d'ingénieux où il se croyait super-héros qu'il a pu aussi réussir à passer à travers ces 2 mois-là de solitude, de peur, d'inconnu. C'est juste complètement fou. On peut même pas imaginer. Je repense, puis je me demande comment ça se fait qu'il a réussi à faire ça. Donc lui, ça a été ce périple-là. Alain, lui, c'est parce que son père était dans l'armée au Burundi. Il y a eu un coup d'État. Son père a été menacé, torturé. Donc la famille a été menacée. Et Alain a dû quitter avec ses 2 frères et sa mère pour le Kenya, à côté, dans un camp de réfugiés. C'était pas dans un camp de réfugiés au départ. Ils avaient assez d'argent pour quitter et se trouver un appartement en attente d'avoir des papiers pour peut-être aller aux États-Unis. Mais le processus a duré 3 ans. Et 3 ans où ils se sont appauvris, où Alain a vu sa mère dépérir aussi et sa mère mourir aussi. Alors que son père était emprisonné au Burundi, la mère décédée, il se retrouve avec ses 2 frères à devoir se débrouiller. Et Donc, il devient un adulte dans le non, sens... lui, c'est le plus jeune. OK. Donc, les 3 sont mineurs à l'époque. Et oui, ils doivent se débrouiller. Tu dis comme adulte, oui, comme des adultes, parce que il n'y a aucun enfant qui devrait vivre ces situations-là. Donc, Ouais, parce que là, leur mère est morte, leur père est en prison d'un autre pays en plus. donc, ils se retrouvent dans un camp de réfugiés au Kenya et par chance, ils arrivent à rencontrer quelqu'un de l'ONU, du Haut Commissariat des réfugiés, qui écoute leur histoire et qui trouve les moyens de faire passer leur dossier pour qu'ils puissent venir au Canada. Donc, ils arrivent au Canada. Le plus vieux a 18 ans, mais Alain, je pense, avait encore 15 ans. Donc, ça, c'est le chemin pour venir ici. On pense que c'est Ouais, c'est pas facile. que c'est terminé rendu ici, mais ensuite, il y a d'autres défis. Ouais, parce qu'il y a avant le départ et après le départ. Donc, ils arrivent ici, puis justement,
dans le film, dans le documentaire et dans le livre, on explore tout ça. Mais est-ce que tu peux me parler un peu de Patricia aussi? Oui, donc Patricia, elle, c'est la plus jeune, celle qui est arrivée le plus récemment. Il faut savoir que Chine, quand on a fait le film, ça faisait déjà 30 ans qu'elle était au Québec, 30-35 ans. Alain, lui, ça faisait 10 ans. Et Patricia, ça faisait que quelques mois qu'elle était, je pense que ça faisait 10 mois qu'elle était ici. Donc, elle a quitté l'Ouganda pour des raisons d'orientation sexuelle. Il faut savoir qu'en Ouganda, c'est passible de peine de mort et de prison, la bisexualité ou l'homosexualité. Et Patricia est tombée amoureuse tout simplement d'une autre fille. Et c'est ça qui est complètement fou de penser que l'amour est un crime dans certains pays. Et donc, Patricia a souffert de ça et ses parents ont été tellement pleins d'amour qu'ils ont accepté ce sacrifice-là de faire partir leur fille, que leur fille quitte. Donc, ils ont manigancé quelque chose pour qu'elle puisse se retrouver aux États-Unis. Et rendue aux États-Unis, chez le membre de la famille, elle s'est sentie que c'était pas le meilleur endroit. Donc, elle a dû trouver par elle-même une façon de quitter les États-Unis. On est dans une époque où le discours euh, est très anti-immigrant aux États-Unis. Donc, elle s'est dit, je peux pas rester là. Puis elle raconte un peu avec humour. Elle dit, je pensais aller au sud, mais là, je voyais qu'il y avait un flux d'immigrants qui quittaient le Mexique pour aller vers le nord. Fait qu'elle s'est dit, ah, c'est peut-être pas le bon endroit. Fait qu'elle a fait ses recherches. Puis elle s'est rendue compte qu'il y avait un moyen, par le chemin Roxham, de venir au Canada puis d'être accueillie. C'est ça qu'elle a fait. Le chemin Roxham qui est maintenant fermé. Ouais. Qui est fermé depuis 2 ans, je pense. Et c'est un chemin, c'était une brèche qui permettait, à- dans les médias, pendant un bout, on parlait d'immigration illégale, alors que le terme n'existe pas. Il n'y a pas d'immigration illégale. C'est des personnes en situation irrégulière, mais parce que l'immigration n'est pas illégale. Mhm. Et c'est ça Mais qui est important de comprendre, c'est qu'on parle de situations irrégulières. Donc, comme tu le dis, l'immigration illégale n'existe pas. Et justement, elle a décidé de prendre le chemin Roxham pour venir au Canada. elle a fait ce chemin, oui, parce que c'était son dernier recours. J'imagine que dans d'autres circonstances, on ne veut pas. Dans le sens que il n'y a personne qui choisit de vivre dans l'incertitude, de prendre un autobus, de ne pas savoir où aller, puis d'arriver à la frontière, puis de voir qu'il y a des policiers qui t'attendent de l'autre côté, puis d'affronter ça. Il n'y a personne qui choisit ça. Mais tu Et es il y a tellement, t'es tellement porté par une urgence de survivre que tu vas tout faire pour pouvoir avoir ces conditions-là pour vivre décemment. Et quand tu as entendu ces histoires-là de ces trois personnes qui ont dû quitter leur pays, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Le terme courage est tellement... J'ai l'impression que c'est plus que du courage, mais c'est invraisemblable ce qu'ils ont eu à subir et surtout la solitude dans laquelle ces personnes-là sont prises. C'est des grands traumatismes euh, qu'elles doivent composer, essayer de mettre de côté ou de guérir en même temps, tout en devant avancer pour survivre, justement. Donc, Ils ont pas le choix d'avancer parce que, comme tu le dis, ils sont en mode survie. Euh, donc, même s'ils ont des difficultés, ils ont des difficultés, euh,
ils doivent quand même s'adapter. Ils arrivent ici au Québec et il y a un autre processus qui démarre. Mhm. Je pense que c'est ça, qu'est-ce qui m'impressionne, c'est le fait qu'ils n'ont pas de répit avant un méchant bout. On n'a pas idée à quel point ils vivent avec des défis constants depuis le point A jusqu'à l'arrivée. Puis une fois à l'arrivée, on pense que on est soulagé, tout va bien. Non, c'est encore d'autres montagnes, c'est d'autres balles courbes qui t'arrivent, des terrains glissants encore. Un autre, un autre point qui m'avait marqué, c'est leur façon de passer à travers ces obstacles. Donc, bien sûr, il y a premièrement l'apprentissage du français, des codes, etc. Mais ils ont des rêves, ces personnes-là. Puis ils font tout pour essayer d'atteindre ces rêves. Ils sont tous motivés par des rêves, par l'espoir, mais chaque rêve s'articule différemment. Puis ça dépend des tempéraments, ça dépend du chemin de vie qu'ils ont eu à prendre. Mais je sais pour Afshin, lui, une façon d'avancer, c'est de réussir le plus possible, de travailler avec l'objectif d'essayer de rendre quelque chose à ses parents. Tu parlais de ce poids-là que les enfants d'immigrants ont, mais pour Afshin, c'est encore double ou triple du fait que ses parents sont restés. Ses parents ont tout fait pour que lui, il puisse avoir une vie meilleure. Donc, son rêve, lui, ça a été porté par le travail, par le fait de réussir sa vie. Puis après, chacun sa notion de succès, mais lui, réussir sa vie, c'est d'avoir un travail qui lui permettait d'avoir une bonne famille, de pouvoir nourrir sa famille, d'avoir une maison, de pouvoir avoir une autre maison plus grande. Mais c'est le sens de l'abnégation, donc vraiment de travailler. C'était sa façon de... Et dans son cas, lui, ce qui m'avait ému aussi quand je lisais ça et quand j'ai vu le documentaire, c'est sa mère qui lui donne comme un carnet avec des conseils. Mhm. Et je crois qu'un des conseils, c'était justement de travailler fort, donc de s'en sortir. Donc, il a vraiment écouté sa mère. Ouais. Ouais, je pense que ça. Lui, je pense son tempérament, mais aussi une génération qui fait en sorte qu'on va écouter ses parents, puis va travailler fort pour faire honneur. Euh, alors que Patricia, je pense, son rêve, c'était juste de pouvoir s'exprimer, finalement, de libérer un peu sa parole, de devenir un de ses rêves, c'était de devenir aussi comédienne. Euh, parce que je pense qu'elle a compris que l'art peut libérer quelque chose. L'art crée. Donc, avec l'art, elle peut raconter son histoire, prendre pouvoir sur son histoire aussi. Puis, c'est quelque chose qui l'a motivé beaucoup. C'est pour ça qu'elle a participé au documentaire, parce qu'elle savait que ce pouvoir-là de connecter aussi avec les gens. Mais elle est encore jeune, Patricia, donc ses rêves modulent aussi beaucoup. Mais je sais que là, au mois d'août, elle fait une pièce de théâtre, euh, un spectacle qui va lui permettre de raconter son histoire à sa façon. Donc, tu es encore en contact avec... Oui, ouais. oui, surtout Patricia, parce qu'on a comme formé une famille avec Mylène et Julie, qui sont les deux scénaristes, les deux idéatrices. Euh, on a trouvé ça important de pouvoir la soutenir pendant tout ce processus-là, qui, qui est tellement marquant, là, qui est marqué de blessures, de douleurs, de séparation, de questionnement. Et c'est... j'ai l'impression que ça va un peu dans le même sens que ton parcours, non? D'utiliser l'art pour raconter quelque chose. Tout à fait. L'art existe parce que c'est comme une espèce de médicament qu'on prend ou une façon de prendre ces bébites puis de les transformer, de les regarder,
L'art, c'est aussi ça, c'est de pouvoir observer, analyser de différents angles euh, des réalités, des émotions, puis ensuite de le remodeler selon nos talents, selon ce qu'on a envie de dire, selon, c'est ça, selon nos yeux. Justement, c'était une question que je voulais te poser, c'est pour, pour toi, pourquoi c'était nécessaire de raconter ces histoires? Je vais évacuer tout le côté sensibilisé parce que ça vient avec. Raconter ces histoires-là, mettre la lumière, c'est dévoiler des existences qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais je pense que c'est surtout une envie de représentativité. Euh, j'ai envie que les gens qui racontent leur histoire soient vus, qu'ils puissent raisonner avec d'autres personnes qui ont le même vécu, les mêmes expériences, les mêmes vibrations. C'est puissant de se faire voir ou de voir quelqu'un qui raconte une histoire qu'on connaît et qu'on n'a pas eu l'habitude d'entendre. Je prends pour exemple, euh, quand j'étais petit, le film qui m'a le plus marqué, j'en ai plein, mais le film qui m'a le plus marqué, c'est Mighty Ducks 2. C'est un film de hockey. C'est une comédie, euh, mais c'était puissant parce que c'était la première fois que je voyais un Asiatique sur grand écran faire ce que j'aimais le plus au monde, jouer au hockey. En voyant ce bonhomme-là, je me suis dit, waouh, c'est la première fois que je peux me reconnaître. Et ça, je pense, c'est resté en latence chez moi pendant un petit bout. Je n'avais pas conscience de ça. C'est juste plus récemment que j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, OK, c'est ça. Je pense qu'il manquait. Il manquait de représentation de, de gens qui me ressemblent. Euh, et en racontant mes histoires, en racontant des histoires de nouveaux arrivants, d'immigrants, ben c'est que c'est comme une nouvelle fenêtre. Ça jette l'éclairage sur des réalités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Tu sais, on parle d'histoires d'amour depuis des millénaires. Les histoires d'immigration, ben c'est nouveau dans le paysage. Et je pense que plus qu'on va le faire, plus que ça va être accepté. Plus qu'on va le faire, plus que les gens vont se reconnaître aussi dans ces histoires-là. Parce que dans les histoires d'immigrants, les histoires d'immigration, d'exil, on parle pas juste d'immigration. On parle de famille, on parle d'amitié, on parle de souvenirs, on parle de lieux, on parle d'amour, on parle de se reconstruire. Tous des thématiques que n'importe quel humain peut comprendre. Moi, j'ai toujours vu ces histoires-là comme des aventures humaines, pas juste des aventures de personnes dans le besoin qui ont dû quitter un endroit pour arriver à un autre endroit et se faire accueillir. C'est au-delà de ça. C'est des histoires humaines. Dans le contexte où on est actuellement, bon, je vais pas rentrer dans tu sais, dans la polarisation qui existe ou quoi que ce soit, mais je trouve ça intéressant que tu mentionnes cette représentativité en fait, de jeunes qui puissent se dire, ah, ben, ce personnage me ressemble ou je comprends qu'est-ce qu'il dit. Euh, et c'est ça que je trouve puissant justement. Et bien sûr, il y a tout le côté de sensibilisation. Tu avais mentionné tout à l'heure que tu travaillais dans différents milieux et je suis intéressé de savoir comment c'était reçu euh, ce documentaire. Quand on présente à des personnes qui sont moins au courant, qui ont moins contact avec l'immigration, mais ça ouvre les yeux. Ça dit souvent ce que j'entends, c'est la première fois que je suis capable de me mettre dans la peau d'une personne immigrante. Je verrai plus jamais les personnes immigrantes de la même façon. Parce que c'est ça, les points de contact sont humains. Euh,
les personnes peuvent se reconnaître ou juste peuvent maintenant mettre un visage sur des statistiques, sur des concepts flous comme l'immigration. Oui, parce que parfois, quand on parle d'immigration, c'est soit des chiffres, ou soit on parle d'immigration comme une menace, ou alors que dans le cas de Seul et du documentaire, c'est vraiment des visages, des histoires avec des personnes qui ont vécu ou qui vivent quelque chose. Ben, c'est des personnes qui ont des parents, des personnes qui ont des amis, des personnes qui ont des rêves. Euh, et une fois qu'on met ces éléments-là, ben, on humanise. Donc ça, ce côté-là fait en sorte que les gens, c'est ça, les gens sont touchés par ça, par cette nouvelle réalité, parce qu'ils n'étaient pas en contact avec cette réalité-là nécessairement. Mais le plus puissant, c'est quand c'est des gens qui l'ont vécu. Euh, c'est les projections ou c'est les discussions les plus puissantes parce que c'est, ça leur permet de pas vivre par procuration, mais c'est de revivre autrement leur propre histoire. Euh, Dans certains cas, c'est de voir le futur, de voir que malgré les difficultés, il y a quelque chose de mieux, de beau qui va arriver. C'est pour ça qu'on a choisi aussi des histoires qui permettent, qui vont vers la lumière. Parce qu'on aurait pu prendre faire le choix de raconter des histoires un peu plus difficiles, qui finissent un peu moins bien, mais on avait envie d'aller vers la lumière, entre autres parce qu'on voulait montrer l'importance de la société d'accueil, comment on peut faire une différence euh, dans l'accueil, dans nos agissements, dans notre façon de penser. Oh, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? C'est de voir dans la personne, dans l'autrui, une part de nous. Dans le sens que si on comprend que nous, dans une situation comme ça, où on est extirpé de notre quotidien, déraciné, on arrive dans une terre étrangère, on aurait envie que des gens nous ouvrent les bras. On aurait envie d'avoir une main sur l'épaule. On aurait envie d'avoir quelqu'un qui tend la main. On aurait envie d'avoir quelqu'un qui tend la main pour nous rassurer. Donc, j'aimerais ça que ça existe, une petite puce là, qui permette d'avoir cette idée-là dans la tête de tout le monde. Qui ferait en sorte que on arrêterait de voir l'autre comme une menace, mais juste comme une personne dans le besoin qui aurait juste besoin d'être assuré. Et comme tu le mentionnes, c'est d'arrêter de voir l'autre comme une menace et de voir ces personnes comme des personnes, justement. Je crois que Patricia, elle en parle, elle dit je voudrais qu'on me voit comme une personne par mon humanité. Exactement. Puis je pense que il y a comme tout un exercice de conscience à faire sur le fait que quand on voit l'autre comme une menace, ben, cette menace-là est interne, elle vient pas de l'autre. Il faudrait commencer à se poser des questions. Pourquoi je réagis comme ça? Une personne qui est bien dans sa peau, une personne qui est bien, va accueillir l'autre. Parce que c'est comme se faire des amis. S'il fallait, oui, on peut être craintif un peu, mais s'il fallait toujours voir l'autre personne comme une menace, on ne serait jamais d'amis. Euh, Puis c'est se poser cette question-là. Pourquoi cette ignorance-là? Euh, Cette peur-là. Cette peur-là vient d'une ignorance. Et moi, j'aime ça dire que l'ignorance, j'embrasse ça. Moi, j'embrasse l'ignorance parce que ça peut être un moteur positif. L'ignorance devient négative si on se rétracte puis on reste dans la peur. Mais l'ignorance est un moteur de curiosité. Ouais, parce que si tu dis, ah ben, si je connais pas ce sujet ou ce thème, mais je veux apprendre, c'est là où c'est positif. C'est positif et dans un contact humain,
ben, la curiosité t'amène à t'émerveiller. Les liens qu'on crée avec d'autres personnes nous poussent à justement dire waouh, c'est hot la vie, hein, de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. Puis ensuite, atteindre, sortir de l'ignorance, s'émerveiller, euh, aller dans le partage de vécu, qui fait en sorte ensuite, on se rend compte qu'on vit pas mal les mêmes affaires, à des degrés différents, c'est sûr. Puis de pratiquer cette compassion, se rencontrer, se rendre compte que tout le monde souffre. Puis à partir de ça, mais ensuite c'est juste magique. Euh, je sais que ça peut paraître rose bonbon, la façon que je raconte les choses, mais je me dis que si c'était ça la base, on dirait qu'on vivrait mieux aussi. Quand seul ben, le documentaire et le livre ont été lancés, est-ce que tu as reçu des commentaires ou des témoignages de personnes qui ont dit à quel point ça a été positif pour eux? Les commentaires les plus touchants, c'est quand c'est des jeunes qui ont vécu le même parcours. Et des jeunes qui, des fois, pendant tout ce processus-là d'adaptation, d'intégration, n'ont pas eu le temps de décanter, n'ont pas eu le temps d'absorber tout ce qu'ils ont vécu et là, de le voir sur grand écran ou de le raconter par quelqu'un d'autre. Il y a comme une émotion immense qui jaillit. Et je me rappelle d'une fille, c'était pas la première, mais cette fille-là qui me dit, je me rappelle plus de la dernière fois que j'ai pleuré. Ton film m'a fait pleurer, ça m'a fait du bien. C'est comme si, pendant tout ce processus-là d'immigration, pour survivre, elle avait gelé toutes ses émotions. Et là, d'avoir un film qui permet d'explorer tous ces ressentis-là, ben, ça fait du bien. Tu sais, on est des êtres humains, on est fait d'eau. Fait que quand ça vibre, ça sort, c'est normal. Il faut que ça sorte. Est-ce que, tu sais, c'est intéressant tout ce que tu mentionnes et je me dis à quel point ça a un impact concret. Est-ce que tu as d'autres projets en tête? Je ne sais pas si tu peux en parler ou pas, mais je serais intéressé d'en savoir plus par rapport à ça. Là, depuis 5 ans, je continue à travailler avec Mélissa Lefebvre, avec qui j'ai fait Bagage. On a un film qui est en cours de finition, on est en montage, un film qui s'appelle Bulle, qui explore la créativité des élèves autistes. Mélissa enseigne à des élèves autistes depuis 15 ans et elle s'est rendue compte que ces jeunes-là avaient un univers créatif complètement coloré, impressionnant, et ils n'avaient pas d'espace pour l'exprimer. Donc, ça suit un peu toute notre démarche à Mélissa et moi de créer des espaces pour que des jeunes puissent s'exprimer. Pendant 10 ans, on l'a fait avec des élèves de classe d'accueil, donc des élèves immigrants. Mais là, depuis 5 ans, on est avec des élèves autistes. Donc, ça va permettre de déconstruire nos préjugés face aux élèves autistes, mais aussi surtout de montrer tout le beau que ces jeunes-là peuvent apporter dans une société qui oublie que des jeunes ont le pouvoir de créer du beau. Donc ça, c'est un projet. Sinon, j'aimerais faire un projet d'écriture plus sur l'histoire de ma mère. Dans mes premiers films, j'ai beaucoup raconté l'histoire de mon père, mon rapport avec mon père, et ma mère apparaît pas beaucoup. Et là, c'est comme si j'avais envie de parler de ma mère. J'ai un projet avec mon ami Rémi Chem, qui est le cofondateur de Super Road People, qui est un collectif qui permet à des Cambodgiens, Laotiens, Vietnamiens de reprendre possession de leur vécu, puis de le raconter. Et avec Rémi, on a envie
de raconter l'histoire de couturières à domicile à Montréal. Donc, l'histoire de ces femmes-là qui ont travaillé à la pièce, dans une chambre chez elles, à la maison, dans l'industrie textile. Donc, c'est l'histoire de ma mère, c'est l'histoire de plein de femmes aussi à Montréal. Donc, j'ai envie de pouvoir donner cette voix-là à ces femmes. Et est-ce qu'il y a déjà une date pour ce projet ou c'est encore en idéation? On est en idéation présentement. On a commencé à faire des entrevues déjà, dont avec ma mère. Et j'imagine que c'est un projet sur du 2-3 ans. Les projets prennent toujours beaucoup de temps. Mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Je voudrais te remercier pour cette belle conversation. Comme je te l'ai mentionné, tu sais, en lisant seul, il y a des moments qui m'ont vraiment touché, même en regardant le documentaire. Et je trouve que c'est important de parler de ces parcours qui sont très complexes. Donc, un parcours migratoire, c'est pas homogène. Donc, il y a vraiment une complexité derrière ça. Mais je voudrais te remercier pour cette belle conversation. Merci beaucoup.